Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Nouveau débat de questions d'actu qui s'intéresse ce soir au marché pétrolier. Alors, la tendance est à la hausse depuis quelques temps déjà, avec des taux plus élevés que prévu. Quelles sont les causes? La hausse des prix masque-t-elle une nouvelle baisse à venir? À court terme, bien évidemment. Quelles sont les répercussions sur l'Algérie? Des questions et bien d'autres que nous allons développer ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de monsieur Mostafa Mekidesh. Vous êtes vice-président du CNES et expert des questions énergétiques notamment. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité avec nos amis, donc merci. Récurrents. À vos côtés, monsieur Lias Sahar, journaliste, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Avec nous également, docteur Mohamed Saïd Baroul, vous êtes expert et consultant des questions énergétiques. Merci de l'invitation. Et à vos côtés, monsieur Mourad Preur, vous êtes expert, consultant et président du cabinet Énergie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Avant de revenir à vous et ouvrir notre débat donc, autour des derniers développements du marché pétrolier et les perspectives pour l'année 2017, je vous invite à suivre ce compte rendu. Il est signé Youssef Tili. Au premier semestre de 2016, le prix moyen du baril de pétrole n'a été que de 40 $. Il est passé au second semestre de la même année à plus de 48 $ le baril. Le pétrole poursuivra sa hausse durant le premier semestre de l'année 2017 pour s'établir à 51 $. En ce début d'année 2018, le Brent, baril de référence de la mer du Nord, dépasse les 67 $ sur les marchés mondiaux. Ce processus de raffermissement des prix du pétrole entamé depuis le début du second semestre 2016 va-t-il se poursuivre tout au long de cette nouvelle année? Les cours de pétrole ont repris le chemin de la hausse après l'accord conclu le mois de septembre de 2016 à Alger. 24 pays membres de l'OPEP et non membres décident alors de retirer 1,8 million de barils de pétrole par jour du marché mondial. Un accord qui sera reconduit jusqu'à la fin 2018 par la réunion de Vienne le 30 novembre de l'année écoulée. Les 24 pays signataires de l'accord d'Alger représentent 60% de la production mondiale de pétrole qui dépasse les 98 millions de barils par jour. Pour les analystes plus ou moins optimistes, le processus de rééquilibrage du marché est en bonne voie suite à la décision prise à Vienne. En parallèle, certains estiment que ce processus va prendre du temps et n'aura pas d'effet sur l'offre de pétrole dans les 2 prochaines années. Mais sur le long terme, il sera crucial, rassurent ceux qui ne croient pas en un redressement important des cours à moyen terme. Sur le plan stratégique, le développement de l'extraction du pétrole de schiste a complètement bouleversé les marchés. Il y a moins d'une décennie, il suffisait d'un attentat terroriste en Arabie Saoudite ou des affrontements en Irak pour voir les marchés flamber en l'espace de quelques heures. Aujourd'hui, les marchés sont beaucoup plus sensibles aux chiffres des stocks hebdomadaires de pétrole américain, au nombre de puits de schiste en activité et à la production de pétrole des États-Unis qui dépasse les 9,7 millions de barils de pétrole par jour qu'au conflit armé qui secoue l'Irak, la Syrie, la Libye et le delta du Niger. La décision des pays membres de l'OPEP et non membres de retirer 1,8 million de barils jusqu'à la fin de l'année 2018 permet au prix moyen du pétrole de rester au-dessus de 60 $. Mais ce prix est favorable également aux producteurs de schiste américains qui n'hésitent pas à produire plus, anéantissant du coup les efforts des producteurs de pétrole conventionnels pour orienter les prix à la hausse. Alors, monsieur Preur, on commence avec vous. Le pétrole démarre l'année au beauté, plus de 67 $, du moins largement au-dessus de 60 $. D'abord, comment expliquer cette nouvelle donne et est-ce qu'elle s'inscrit dans la durée? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le marché tend vers l'équilibre. J'avais déjà dans les anticipations que j'avais faites ici et dans la presse, j'avais dit que les prix termineraient l'année vers les 60 $ le baril. Premièrement, il y a la croissance économique qui reprend. C'est-à-dire que déjà, en 2018, la croissance économique, selon le FMI, sera autour des 3,7%.
l'accord de l'OPEC et en fait l'accord de l'OPEC avec la Russie et les 10 pays que la Russie et l'OPEC ont réussi à entraîner derrière eux, en fait préfigure un nouveau paradigme de gouvernance du marché pétrolier. L'OPEC se comporte avec la Russie en oligopole coordonné et en fait a eu un impact fort sur le rééquilibrage du marché. Sauf que nous sommes dans une situation tout à fait atypique où la présence des schistes américains confisque à l'OPEC ce rôle de cartel, de swing producer. Maintenant, même si les schistes américains ne représentent que 5% de la production mondiale, hein, et même si les États-Unis, sur des réserves mondiales de 2700 milliards de barils, ça n'est que 48 milliards de barils de réserves, c'est-à-dire le niveau des réserves libyennes. Mais l'effet des schistes américains rend le marché volatile et a entraîné, a amplifié un mouvement qui a été engagé par la surproduction de l'OPEC, essentiellement. Monsieur Borrell, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, enfin début 2017, début 2018, on est sorti un peu de cette zone de turbulence qu'ont connu les marchés pétroliers pendant 2015-2016 jusqu'à début 2017? Oui, certainement on est mieux que les années passées parce que en janvier 2016, il était à 26 $ déjà. Aujourd'hui, il est presque le double. Donc, automatiquement, ne serait-ce que pour l'Algérie, un pays qui dépend essentiellement du pétrole. Donc, c'est un prix qui correspond justement à ce qu'on a fixé comme niveau pour le budget 2018. Donc, à peu près 70 $. Donc, on n'est pas loin. Mais je pense que d'ici quelques mois, ça peut dépasser les 70 $. Du fait qu'il y a beaucoup de facteurs haussiers, tels que par exemple, disons... Vous avez parlé de 110 $. 70 $. 70 $, oui. Donc on n'est pas loin. Donc je pense que ça va dépasser dans quelques temps, je ne sais pas, quelques temps, ça va être des semaines ou mois, parce que déjà, comme disait M. Preur, il y a une demande mondiale qui est plus intéressante que l'année passée. En plus qu'il y a certains gisements de schiste, justement, qui sont pratiquement, on ne dit pas en dépression, mais qui sont déjà à la limite de la production, parce qu'il n'y a qu'un seul bassin qui fonctionne ici à Malvé, c'est le bassin des Permiens. Sinon, les 6 autres gisements sont plus ou moins fatigués, entre guillemets. Donc ça, c'est tout porte à croire que d'ici quelques temps... Fatigués par rapport à quoi? Pardon? Fatigué par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on a épuisé un peu... Oui, exactement. Donc, il y avait déjà en avril 2015, il y avait 5 gisements qui sont passés par le pic. Oui. Le pic pétrolier schiste. Déjà en 2015. Hein. Actuellement, ils sont toujours disons, plus ou moins stables, mais il n'y a pas une augmentation nette de la production, sauf... quand même de peser sur les prix... exactement. Donc, déjà, les Américains, ils savent très bien que le seul gisement qui se maintient, c'est le gisement de West Texas, qui est le Permien, qui produit 2 millions de barils le jour, à lui seul, donc 2 fois la production algérienne. Et les autres sont plus ou moins fatigués, entre guillemets. Je veux dire qu'il faut un peu... on va dire essouffler. Oui. Il faut forer beaucoup, pour produire beaucoup, mais ce n'est pas intéressant de forer beaucoup parce qu'ils ne sont pas sûrs que les prix vont se maintenir à 60. Actuellement, la semaine passée, il y a une régression du forage des schistes. La semaine passée, il y avait une régression. Depuis 1 mois et demi, déjà les stocks n'ont pas évolué en chute depuis 1 mois et demi. Donc tous ces paramètres, tous ces facteurs sont encourageants pour peut-être dans 1 mois, 2 mois, on peut atteindre 70 $. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? Oui. Alors, peut-on dire que les fondamentaux du marché ont de nouveau changé Justement, je pense qu'il faut peut-être séparer un peu les facteurs conjoncturels des fondamentaux. Alors, on est sur un trend, je pense que en ce début d'année, donc si on compare par exemple à l'année 2016 qui a été une année horrible pour nous. Donc c'était les prix du baril oscillant entre 40 et 48 $, comme le rappelait votre
votre générique, votre reportage tout à l'heure. Alors, on est dans une situation quand même de facteurs conjoncturels qui sont favorables. Hein. Donc, le grand froid d'abord, parce que ça pousse à la consommation, on est en hiver, donc ça pousse à ce que les prix augmentent. Donc, les facteurs géopolitiques récents, la question de Jérusalem, la question de l'Iran, les menaces qui sont actuellement sur la paix mondiale, tout ça sont des éléments qui ont favorisé, à mon avis, l'accélération du niveau de prix. Alors sur les fondamentaux, il y a effectivement un certain nombre d'aspects qui vont, à mon avis, maintenir et consolider le duopole, Russie-OPEC, qui est devenu un instrument finalement de régulation du marché, même si l'huile de schiste américaine constitue également un des facteurs, une variable d'ajustement. Mais ce duopole, à l'évidence, est en train de résister. Résistera-t-il aux bouleversements ou aux changements géopolitiques qui peuvent avoir cours au cours de l'année 2018 ou 2019? Ça, le problème reste donc. Mais pour le moment, ce duopole, c'est-à-dire cette alliance de fait entre la Russie en tant qu'exportateur, producteur, exportateur de pétrole et l'OPEC, s'est consolidé, alors que beaucoup ne l'imaginaient pas. Donc, à conjuguer avec... Au cours des débats que nous avons eus à l'occasion de l'accord d'Alger, beaucoup doutaient de cet accord-là. Donc il tient bon pour le moment. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que l'autre variable, c'est à quel niveau l'huile de schiste américaine va pouvoir assurer d'abord l'autosuffisance des États-Unis en termes de pétrole et de gaz, avec l'ouverture qui est faite vers l'exportation américaine, oui. Vers l'exportation, donc qui n'est pas encore acté. Donc ce qui est acté, c'est l'exportation de gaz naturel. Donc ça, le Sénat américain a décidé d'exporter. Mais pour le pétrole, pas pour le moment, parce qu'il y a une incertitude aussi sur les capacités de tous les gisements et les ressources qui sont mises en œuvre, à part la zone du Texas dont a parlé notre ami. Donc ça reste un facteur. Le deuxième facteur d'incertitude, c'est les éléments de géopolitique qui vont apparaître au cours de l'année prochaine, donc les incertitudes. Alors sur la demande mondiale, elle est tirée essentiellement par l'Asie, mais effectivement, on peut considérer que les hypothèses qui sont de ce fait avancées par la Banque mondiale, donc une moyenne du baril en 2017, pour être très prudent, $53, ça a été en 2017, c'est la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods qui donnent ce chiffre-là. Pour 2018, ils envisagent entre 56, $58 le baril. Alors, est-ce qu'on peut maintenir au-delà de 60? Je pense que c'est une hypothèse qui est tout à fait possible d'admettre, sachant que chez nous, donc sur le plan budgétaire, des recettes budgétaires, nous sommes à $50. Il y a de la marge, et je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. Mais ce qui m'inquiète le plus, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est les quantités exportables d'hydrocarbures par l'Algérie. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, M. Lia Sahar, je soulève une question que vient de soulever Moustapha Mekidesh. Peut-on espérer qu'un prix du pétrole soit maintenu au-dessus de $60? Oui, je crois qu'il faut être optimiste, parce que si on analyse un peu l'histoire récente... Optimiste et conjugaison des différents facteurs aussi. Oui, quand je dis optimiste, c'est-à-dire qu'il faut être optimiste au-delà des aspects géopolitiques sur le rééquilibrage du marché et la possibilité d'un baril situé entre 60 et $70. Je vais m'expliquer. Il faut se rappeler qu'en 2016, lorsque les pays de l'OPEP, la Russie, essentiellement la Russie, avaient commencé à parler de rééquilibrer le marché, les 24 pays pratiquement avaient abouti à un accord de réduction de 1,8 million de barils par jour pour 6 mois uniquement, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin. C'est-à-dire que ces pays-là pensaient qu'il était possible de rééquilibrer le marché. Rééquilibrer le marché, ça veut dire éviter l'effondrement des prix comme on l'a vu en janvier 2016 avec un baril en dessous de $30
et aboutir à un prix moyen de 60 $ quelque part. C'est ça à peu près ce qui se disait dans les discussions. Bon, finalement, l'objectif n'a pas été atteint pendant les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce qu'entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai, plutôt entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai 2017, il y a eu des facteurs qui avaient échappé à cet accord-là. Bon, l'accord, il faut se rappeler que l'accord visait la réduction des stocks de 300 millions de barils jour, c'est-à-dire arriver à des stocks, une moyenne des stocks sur les 5 dernières années. Vous voulez dire 300 000 Non, réduire les stocks du pays de l'OCDE, pas américain, hein, ce qu'on appelle les grands pays consommateurs, Amérique et Asie. Réduire ces stocks-là, pourquoi? Parce que les stocks constituent un facteur de formation du prix. Quand les stocks augmentent, les prix baissent. Quand les stocks baissent, les prix reprennent. Donc en 6 mois, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce qu'entre le mois d'octobre et le mois de mai, la Libye et le Nigeria, qui étaient exemptés de l'accord parce qu'ils avaient des problèmes sécuritaires, ont augmenté leur production de 1 million de barils jour à eux deux. Les producteurs américains, gagnés par la remontée des cours, ont augmenté leur production de 800 000 barils jour. Ce qui fait que la réduction était à blanc. Donc l'OPEP, si vous vous rappelez bien, a été obligé de proroger l'accord de réduction du mois de juillet au mois de mars 2018 pour poursuivre l'objectif de réduction des stocks. Bon, au fil du temps, les stocks ont commencé à baisser. Bon, et il s'est avéré que à la fin quand la deuxième étape de l'accord était arrivée à terme, ils ont découvert que le marché commençait à se rééquilibrer, mais pas assez. Pas assez, pourquoi? Parce qu'il restait encore 150 millions de barils de stock. Et c'est là où intervient la situation actuelle qui permet d'être optimiste. C'est qu'il y a eu une alliance très importante et historique entre l'Arabie saoudite et la Russie. Cette alliance a été concrétisée par la visite du roi d'Arabie saoudite en Russie. C'est-à-dire que le marché a compris que l'Arabie saoudite et la Russie étaient prêts à aller jusqu'au bout pour rétablir les prix. Et là, pardon, je termine par deux ou trois phrases. Et c'est là que ce qu'on appelle l'accord a eu lieu entre le roi d'Arabie saoudite et le président de la Fédération de Russie sur une prolongation de l'accord jusqu'à fin 2018. Et automatiquement, une fois que l'accord a été scellé, le marché a compris que c'était sérieux, que l'OPEP et les pays producteurs devenaient sérieux. Mais justement, avec cette baisse de stock, est-ce que l'OPEP plus la Russie vont maintenir justement la politique de... Mais c'est clair, on le voit d'après les statistiques, parce que pour la première fois dans l'histoire, les pays de l'OPEP contrôlent déjà leurs propres... les propres membres de l'OPEP sont contrôlés d'une manière très suivie. Et là, par exemple, l'un des pays qui est un peu triché va devenir président de l'OPEP, il est obligé aussi d'appliquer la réduction. Et le marché est très attentif. Une fois que le marché a compris que l'OPEP, l'alliance entre l'OPEP et la Russie était sérieuse, les prix reprennent. Ils reprennent, c'est vrai qu'il y a de nouveaux facteurs. Il y a l'aspect géopolitique, il y a aussi la peur. Justement, à propos de l'aspect géopolitique, une nouvelle donne, c'est la crise en Iran, Mourad Preur. Alors, dans un pays qui a vu ou observé des difficultés avec des manifestations dans la rue, on pense, ou certains analystes pensent que l'Iran, le gouvernement iranien, peut aller vers plus de production pour calmer. En fait, dans l'immédiat court terme, les incertitudes en Iran et en Arabie saoudite, il ne faut pas l'oublier, ont un effet haussier. D'accord. À terme... Donc il n'y a pas de risque, est-ce que l'Iran à terme, des volumes iraniens vont arriver certainement sur le marché. Mais dans l'immédiat, nous avons les deuxièmes réserves mondiales. L'Iran, 157 milliards de barils. Le pays est en crise. En fait, la crise pétrolière se traduit par une crise financière et par donc des troubles sociaux. Les premières réserves mondiales, 300 milliards de barils, le Venezuela est en crise grave. Et le Venezuela, c'est 2 millions de barils par jour d'exportation. Si le Venezuela implose, c'est 2 millions de barils par jour qui vont disparaître du marché. On a vu juste avec la Libye, c'était 1,4 million de barils par jour de production et les effets ont été très importants.
Troisièmement, l'Arabie saoudite qui subit la crise financière durement, et cette crise financière se surajoute, c'est peut-être une bonne nouvelle, avec aussi une crise de succession. Et donc, 200 milliards de déficit budgétaire les 3 dernières années, le modèle de redistribution de la rente qui est complètement perturbé en Arabie saoudite, et donc une géopolitique extrêmement complexe au Moyen-Orient. Et donc tout cela nous mène, j'avais dit que... Une tendance haussière. Que la demande tendait à grimper, et donc le marché s'équilibrait. Et donc se surajoute globalement une incertitude géopolitique. Et cette incertitude géopolitique, autant dans la succession saoudienne que dans la survie du Venezuela dans cette situation, les évolutions de l'Iran, tout ça fait que aujourd'hui, on est dans une situation, si vous voulez, de grande incertitude, mais en même temps d'anticipation haussière. La Chine, par exemple, a importé 9 millions de barils par jour en septembre, soit 1 million de barils par jour de plus qu'en juillet. Ça veut dire qu'elle a anticipé. Le marché était orienté en ce qu'on appelle en contango, le marché à terme, c'est-à-dire à la hausse. Il adopte aujourd'hui un profil plat. Et en fait, il y a la volatilité sur le marché tend à se limiter. On est dans une période de graves bouleversements. Et en fait, je pourrais dire que c'est une crise pétrolière assez atypique. Si vous voulez, cette crise pétrolière est un peu le faux-nez d'une recomposition géopolitique beaucoup plus complexe. Mal contrôlé, vous voulez dire? Beaucoup plus complexe. Si vous voulez, la lutte pour le leadership dans l'économie mondiale entre la Chine et les États-Unis s'est transplantée sur la scène pétrolière. La Chine aujourd'hui refuse de plus en plus. Aujourd'hui, le dollar, c'est la monnaie du pétrole. La Chine refuse de subir le risque de change, puisqu'il y a une anticorrélation entre le prix du pétrole et le dollar. Et donc, de plus en plus de transactions se font en yuan. Et la Chine veut même créer à Shanghai une place pétrolière qui va concurrencer le NYMEX américain, la place de New York et l'IPE de Londres. Donc vous avez une reconfiguration géopolitique. En même temps, les États-Unis veulent contrôler les approvisionnements futurs de pétroliers de la Chine. Et pour contenir son expansion. Et donc c'est ce qui fait que cette crise pétrolière, je termine sur ceci, parce que ce n'est pas un choc baissier comme celui de 86. En 86, c'était des pétroles conventionnels. Les pétroles de la mer du Nord, les pétroles du Golfe du Mexique, etc. Aujourd'hui, c'est des pétroles non conventionnels et c'est 5%. C'est tout de la production mondiale qui provoque une déflagration que nous voyons. Donc il faut voir ce qu'il y a derrière. La géopolitique n'est pas simplement un amplificateur comme ça de la crise. Elle est un peu le théâtre de cette crise pétrolière. Alors à ce niveau de cours, je présume, M. Borrell, que les producteurs américains ont fait beaucoup de bénéfices et par ricochet, ils vont investir dans l'exploitation ou l'exploration et la production aussi. Est-ce que ça ne va pas avoir peut-être à moyen terme un impact sur les prix, comme on a vu avec le pétrole de schiste? Effectivement, parce que les producteurs de schiste, ils sont dans le frais à 50 $, déjà ils sont dans le frais. Il y a des bassins qui sont rentables à 40 $. Donc à 60 $, tout le monde s'y met. Dernièrement, je disais tout à l'heure que les producteurs ont un peu
réduit le nombre de forages. Peut-être que c'est la fin de l'année, c'est les vacances, je pense qu'ils vont revenir. Avec 68 $, c'est un prix qui arrange tout le monde, les petits gisements, les grands gisements, parce que quand le baril était à 50, 40 et tout, il n'y a que certains gisements qui fonctionnaient, d'autres qui étaient fermés. Maintenant, tout le monde est concerné parce que 60 $, c'est déjà le seuil déjà pour toutes les compagnies pétrolières, 60 $, tout le monde s'y met. Donc c'est vrai que maintenant, avec ce prix, on va revoir donc, revenir donc, les forages de schiste. Par conséquent, la production va augmenter. Dans la production américaine, actuellement, elle est de 9,7 et elle va atteindre sans problème les 10 millions de barils dans quelques semaines. 10 millions de barils dans quelques semaines, parce qu'ils sont à 300 000 barils pour que ça soit 10. Ils vont atteindre 10, et si ça va être à 10, 11, ça va encore influer sur les prix, donc ça va encore revenir en arrière, ça va diminuer. Diminuer à hauteur de combien? Bon, si on prend les statistiques du passé, généralement, ça va revenir à 50, ça va pas rester, disons, à 70, à 60, 65, 66. Mais si la production américaine va atteindre les 10 millions de barils jour, avec celle des pays non OPEC, des OCDE, les pays non donc, concernés par le deal, eux aussi, ils produisent, le Brésil, etc. Il y a beaucoup de pays qui produisent non-stop. Donc d'ici quelques temps, ça peut donc atteindre, disons, 95 millions de barils jour de production mondiale. Actuellement, il est de 91, 90. Je pense que ça va aller vers 92, 93. En fin 2018, ça peut arriver à 95 millions de barils jour, la production mondiale. Si c'est le cas, automatiquement, ça va inonder un peu le marché à nouveau. Bon, ça ne va pas inonder le marché comme en 2014-2015, mais ça va donner à quelque chose, un surplus de, disons, de 1 million de barils sur le marché, c'est quand même beaucoup. Parce ça pèse énormément sur les marchés. D'où un rôle que devrait jouer donc l'OPEC et la Russie. Oui, je pense qu'ils l'ont joué d'abord. Donc c'est une stratégie gagnante. Ce qu'il faut voir, c'est que ce duopole, comme je l'appelle, donc Russie, pas Arabie Saoudite, Russie, c'est OPEC, vraiment Russie, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont concernés par le deal et qui sont d'importants producteurs et exportateurs comme l'Iran, comme l'Irak. Donc, donc ce duopole a eu une stratégie gagnante en résorbant progressivement, avec des difficultés d'ailleurs, puisqu'il y avait des mauvais élèves. Le Nigeria n'a pas suivi la discipline OPEC de réduire. La Libye aussi, donc, et à moindre aussi l'Irak. Donc ça a été difficile. Mais malgré ça, donc, la stratégie a été gagnante. Je pense que dans cette stratégie de résorption progressive et d'assainissement du marché pétrolier en termes d'offres a été atteinte. Donc il va falloir le poursuivre. Et les premiers éléments consacrent une tendance à ce que cette orientation se poursuive, puisqu'elle a gagné. Ne change pas une équipe qui gagne, comme dans le foot. Et par ailleurs, je pense que déjà les inquiétudes commencent à apparaître sur la durée de vie de l'huile de schiste américaine. D'où la décision de Trump d'autoriser le retour au forage offshore, qui avait été, je pense... Et qui en fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Oui, et ça avait été, donc, depuis ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, la grande catastrophe dans le golfe du Mexique, ça avait été arrêté. Mais là, je pense que les éléments vont dépendre aussi de la reprise dans d'autres régions du monde. Parce que là, ce qui tire la demande au plan mondial, c'est l'Asie, c'est la Chine essentiellement, y compris avec sa nouvelle politique d'exporter moins et de prendre en charge les besoins sociaux internes qui sont énormes, et avec des besoins d'énergie énormes également. On va voir donc l'Europe comment elle nous intéresse, parce que c'est notre marché le plus proche, notamment pour le gaz. Donc voir si les éléments de reprise qui commencent à apparaître en Allemagne, en France, il y a des signes, en Espagne, où ils sortent un peu de la crise. Est-ce que ce marché va reprendre de façon importante, parce que c'est un grand marché. Et donc tous ces éléments, à mon avis, doivent être suivis avec beaucoup d'attention, et également les tensions géopolitiques. Mais les tensions géopolitiques, elles peuvent sur un certain nombre de temps, n'agir qu'à la marge, peut-être, pour certains d'entre elles. Mais par exemple, les incidents techniques qui a eu lieu sur un oléoduc en Libye, dans le golfe de Sirte et dans la mer du Nord,
un ordre oléoduc dans la mer du Nord, on fait réagir à la hausse des prix. Donc, d'où ces prix de 67 $. C'est à classer dans les imprévus. Ça, c'est la conjoncture. Ça, c'est la conjoncture. Mais il faut en tenir compte. Mais globalement, donc, je pense qu'on peut confirmer que les prix au cours de 2018, voire plus, donc, vont rester entre 60 et... En dépit d'une éventuelle surproduction américaine. Oui, alors justement, je voulais intervenir sur la géopolitique, après on peut revenir sur la production américaine. Bon, il y a quelque temps, les gens se posaient la question pourquoi les problèmes géopolitiques ne faisaient pas monter les prix. Tout le monde se posait la question. Il y avait des guerres, il y avait la guerre en Syrie. En fait, à l'époque, les stocks le marché était saturé, était immense. Il n'y avait que les piscines où il n'y avait pas de pétrole stocké. Il y avait du pétrole stocké dans les tankers partout. Et automatiquement, il n'y avait pas d'effet. Maintenant, pourquoi les aspects géopolitiques ont de l'effet? Parce que les stocks ont tendance à baisser. Donc ça crée ce qu'on appelle le risque de pénurie. Et ces aspects géopolitiques ne sont pas aussi simples qu'on le croit. On oublie le problème du Kurdistan. Il y a eu un référendum sur l'indépendance du Kurdistan qui représente... Il y a un conflit d'ailleurs entre le gouvernement central de Bagdad et le gouvernement régional qui porte sur des capacités d'exportation de 500 000 barils jour. Et il y a le conflit Iran-Arabie Saoudite où il y a eu une guerre, pratiquement une guerre au Yémen qui est indirecte, mais il y a eu une guerre. Et il y a l'autre aspect aussi... ce n'est pas tant la possibilité que l'Iran augmente la production qui peut faire problème. C'est le fait qu'avec le président des États-Unis actuel, les gens pensent qu'il y a un risque de retour des sanctions américaines contre l'Iran. Et ces sanctions peuvent toucher le secteur pétrolier et empêcher par exemple l'Iran d'exporter 1 million de barils jour. Donc les traders, je les ai au niveau du marché, calculent sur cette base-là. C'est pour ça que malgré la réparation de l'oléoduc dans la mer du Nord, les prix sont partis à 68 $. C'est-à-dire que ces aspects géopolitiques deviennent un instrument aussi de formation du prix. Pour les producteurs américains, il ne faut pas trop se casser la tête. Les producteurs américains vont augmenter leur production de 800 000 barils jour. Ça, c'est l'agence américaine de l'information énergétique qui le dit. L'OPEP a compris, il y a 800 000 barils jour qui vont venir cette année en plus et qui vont donner une production supérieure à 10 millions de barils jour. Mais quand on analyse un peu la dernière décision de l'OPEP... Mais quel est l'impact justement de ces 800 000 barils jour? Justement, j'allais en venir. L'OPEP a préparé ça. L'OPEP a anticipé. Au lieu d'arrêter en mois de mars ou en juin, la réduction, elle l'emmène jusqu'au mois de la fin d'année. C'est une manière d'absorber les 800 000 barils jour et jouer ce qu'on appelle sur l'effet... Et pendant combien de temps, Lia Sahar? Est-ce que cette stratégie de l'OPEP va peser considérablement? Alors jusqu'à la fin de 2018, on peut penser que l'OPEP a compris qu'il fallait laisser une place au pétrole de schiste. Bon. Et il joue sur ce qu'on appelle sur les phénomènes de l'augmentation de la demande. La demande est en train d'augmenter, donc... D'ailleurs, je crois que le ministre saoudien l'a dit. Il a dit que le pétrole de schiste peut jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déplétion naturelle des gisements de 5% par an. Il ne faut pas oublier que l'Algérie n'est pas le seul pays qui est touché par la déplétion, par le recul de la production. La Norvège est touchée, le Mexique est touché, le Brésil. Donc automatiquement, ce pétrole de schiste américain peut être un moyen pour le marché pour que les prix ne flambent pas d'une manière extraordinaire et créer une nouvelle crise. Donc l'OPEP est en train de suivre et elle a compris, même si je me rappelle il y a quelques années, les gens à l'OPEP étaient sûrs que le pétrole de schiste allait couler. Le pétrole américain, enfin le pétrole de schiste américain, à moyen terme, ne fera que combler un éventuel déficit du pétrole. Non, l'OPEP pense qu'il va combler. Pourquoi? Il pense pourquoi? Parce que parallèlement à l'augmentation de la demande, et bon, l'Arabie Saoudite ne va jamais dire qu'elle ne peut pas augmenter la production. Les gens ne le disent pas. Tout le monde casse ses capacités. Ils sont persuadés que la production de l'OPEP et des pays non OPEP sera, c'est-à-dire, la demande sera assez conséquente pour absorber cette augmentation de la demande. Cela étant, cette nouvelle alliance qui s'est formée, il y a beaucoup de chances qu'elle ne prendra pas fin à la fin de l'année 2018. Il faut s'attendre aussi à la possibilité que ces pays producteurs vont encore intervenir sur le marché s'il y a un problème.
Je voulais ajouter juste un élément de long terme, de plus long terme, parce que là, on peut apparaître aux yeux du téléspectateur comme des has-been ne parlant que des énergies carbonées et oubliant totalement les énergies renouvelables. Je pense que les dernières études qui ont été faites par l'AIE montrent que sur le plan de, donc disons à l'horizon 2040, plus loin que 2030, donc la consommation de gaz naturel va continuer d'augmenter donc dans le monde. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une demande donc de gaz qui est donc dont on n'a pas parlé de façon, mais qui est corrélée de toute manière d'une façon au prix du pétrole. Au prix du pétrole. Et par ailleurs, donc y compris les énergies renouvelables vont progressivement donc prendre place dans le basket énergétique, dans le panier énergétique de beaucoup de pays. Donc sur le plan pétrolier, la croissance de la demande sera moins forte en tout cas. Et plus réduite en ce qui concerne donc les huiles. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais indiquer. Et l'autre aspect, il faut qu'on en parle, parce que là, le temps passe, c'est qu'il faudrait que nous, on assure sur le plan des quantités à exporter. D'où le fait qu'on ne peut pas isoler cette question, si vous voulez, des ressources en provenance des hydrocarbures, de la nécessité de rationaliser notre modèle de consommation. Je crois que la tendance des prix dans la loi des finances qui continue donc à augmenter donc un certain nombre de prix pour les produits raffinés est une bonne chose, est une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables, mais également pour le budget de l'État et pour les capacités à exporter. Et puis, par ailleurs, donc, il va falloir également avoir un cadre bâti qui soit sobre en consommation énergétique. Il faut avoir donc toute cette politique, si vous voulez, on ne peut pas avoir une politique uniquement qui ne regarde que l'aspect des prix des hydrocarbures, mais on peut faire de l'argent en économisant. Donc, et notre modèle de consommation énergétique n'est pas encore adapté. Je pense par exemple à la dernière décision du ministre de l'énergie de dire voilà un objectif. C'est d'élargir la consommation de GPL, parce que c'est la ressource la plus longue que nous ayons actuellement, et elle est plus propre. Donc là, nous sommes au-dessous des possibilités qu'on peut... Alors tout ça, tous ces éléments doivent être intégrés, donc ne pas regarder, si vous voulez, que l'aspect strictement factuel des prix. Alors, les prix qui augmentent, Mourad Preur, mais encore faut-il que l'Algérie, à travers la Sonatrach, arrive à suivre, donc avec plus de production, et ce qui nécessite donc un investissement assez conséquent. Bon, d'abord, je vais dire deux mots sur les anticipations pour 2018. Bon, les prévisions de demande pour 2018 qui ont été faites par l'AIE, c'est 99,4 millions de barils par jour, c'est-à-dire une hausse de 1,4 million de barils par jour. Et les pétroliers mon ami Borol, qui est un homme de l'amont, le sait très bien, savent que la Terre ne peut pas donner plus que 100 millions de barils par jour. C'est-à-dire on est en train d'atteindre les limites. Les découvertes, on a atteint le niveau de découverte le plus bas dans le monde depuis 1947, c'est-à-dire 2,7 milliards de barils. Les compagnies pétrolières n'ont renouvelé que 6% de leurs réserves. Le taux de déclin des gisements dans le monde, estimé par l'Institut français du pétrole, il est de 5 à 6% par an. Donc on est dans une perspective d'anticipation d'épuisement. Et la tendance de long terme des prix est une tendance d'anticipation d'épuisement. Aujourd'hui, il y a une convergence entre les facteurs, les tendances de court terme, à savoir le rééquilibrage du marché, et cette tendance de long terme. Et donc, cette convergence va se renforcer à l'avenir. Le jeu des schistes américains est un jeu qui va être... qui est provisoire. Donc est-ce que cela sous-entend, dans le sillage de votre idée, Mourad Preur, est-ce que cela sous-entend, pour un peu simplifier les choses, est-ce que cela sous-entend qu'un prix du pétrole à moins de $30, c'est fini? Je persiste ici, ce niveau était une aberration dans la courbe historique des prix. Moi, je persiste ici pour dire que le prix de $100 le baril, en dollars 2018, est un niveau structurel. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en grande souffrance.
1000 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration-production ont été perdus depuis 2014. Ça veut dire qu'on s'oriente vers une correction brutale, un choc haussier entre 2020 et 2025. Ça veut dire que pour notre pays, il faut garder notre sang-froid. Cette crise est une crise qui est passagère. Elle est passagère et nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens humains, nous avons l'intelligence pour tenir tête à cette crise, pour passer le cap de cette crise. Et quand vous me posez la question, pour ce qui est de Sonatrach, là j'affirme que la puissance pétrolière d'un pays producteur, elle n'est plus dans le niveau de ses réserves ou de ses productions. Elle est dans la compétitivité, dans la puissance de sa compagnie pétrolière nationale. Les pays producteurs aujourd'hui portent très haut leur compagnie nationale, les insèrent même dans leur chaîne diplomatique. Elles sont soutenues sur le plan technologique, sur le plan managérial. Aujourd'hui, l'Aramco est un symbole, est un exemple de niveau managérial et technologique. Et ce que nous devons faire, c'est d'abord considérer que si vous voulez, la satisfaction des besoins énergétiques nationaux de long terme de notre pays, l'équilibre énergétique à long terme de notre pays doit venir d'acteurs énergétiques et non pas seulement de ressources. Et ces acteurs énergétiques doivent pouvoir détenir des réserves hors d'Algérie, hein. Sonatrach doit pouvoir rentrer dans le top 10 des compagnies pétrolières internationales, mais aussi exploiter et valoriser tout le potentiel en énergie solaire que recèle notre pays. Vous savez que 3500 heures d'ensoleillement, 86% du territoire national, donc 3500 heures d'ensoleillement. Et le reste, le nord, c'est 2650 heures. Et pour juste un chiffre, pour vous donner une idée, la France a décidé d'un programme de 30 000, je crois, mégawatts avec un investissement de 35 milliards de dollars. Ils ont un ensoleillement entre 1000 et 1400 heures par an. Qu'en est-il alors? Et avec ça, ils investissent pour 30 milliards de 30 gigawatts. Donc nous avons un gisement immense. Et les renouvelables ne représentent que 0,2% du bilan énergétique national, c'est-à-dire un epsilon. Dérisoire. Ouais. Et l'Algérie, c'est une pile électrique à ciel ouvert. Donc, considérer que la satisfaction des besoins énergétiques nationaux sur le long terme doit être fondée sur la compétitivité, le renforcement de Sonatrach. Sonatrach a des ressources, l'Algérie a des ressources pétrolières et gazières qui sont en conventionnel et en non conventionnel. Le plan de développement de Sonatrach, les actions de modernisation actuelles de Sonatrach permettent d'aller dans ce sens. Mais il faut aussi se redéployer de manière massive sur les renouvelables. Et quand je dis renouvelables, ce n'est pas seulement... Parce que je suis choqué quand on dit usine de panneaux photovoltaïques, en fait c'est des assemblages. Il faut monter dans la filière du silicium jusqu'au... nous avons des ressources en silice. Fabriquer les panneaux photovoltaïques, fabriquer du silicium. Il faut nous engager dans la filière des batteries lithium-ion. Nous avons des ressources en lithium. Donc c'est toute une orchestration du développement industriel qui doit être mise en œuvre par l'État et où l'acteur énergétique, qui est Sonatrach, doit être porté très haut pour rentrer dans le top 10 des compagnies pétrolières internationales. Je voulais ajouter deux choses. Sur le plan de la réorientation, disons, de la stratégie
énergétique du pays, et ce faisant celle de la Sonatrach, c'est que l'élargissement des réserves de la Sonatrach doit être une priorité. Donc l'amont doit être prioritaire. C'est mon sentiment. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'aval pétrochimique, etc. Mais ça doit être la priorité. Par un élargissement des réserves, évidemment par une révision d'abord de la loi sur les hydrocarbures pour attirer des partenaires de premier plan. Mais également en allant vers des cibles à l'extérieur de nos frontières. Je pense qu'en Irak, donc ça a été la visite aujourd'hui d'une délégation algérienne par le ministre, pour essayer d'intervenir, mais également en Libye, donc dans la région, dans d'autres régions, Sonatrach devrait donc aller chercher l'élargissement de ses réserves, également donc à terme en dehors de ses frontières. À l'extérieur. Toujours, M. Boroul, autour de la place de l'Algérie dans tous ces changements qui s'opèrent et qui vont venir aussi, hein, et l'avenir de la Sonatrach. Oui. De toute façon, la Sonatrach, elle a du boulot, hein. Elle a beaucoup de boulot à faire. Les leçons qu'on a apprises depuis 2014 sont là. Tout le monde sait que maintenant, il faut, par exemple, revoir nos gisements pour ce qui est du conventionnel. Je parle du conventionnel. Nous avons encore du conventionnel qui n'est pas découvert, et nous avons aussi du conventionnel qui est à côté, qui sont des réserves prouvées, que ce soit en pétrole ou en gaz. Donc le travail qui consiste à faire, c'est de réévaluation des nouvelles. On ne connaît pas exactement le gisement de Hassim Saoud. Personne ne connaît Hassim Saoud. Tellement il est compliqué, tellement il est grand, il est fracturé, il est complexe, on ne connaît pas exactement ce qu'il a comme réserve réelle. On connaît 40 milliards de barils à l'initial, on récupère 10 milliards de barils, et puis on véhicule ces chiffres depuis 60 ans, mais actuellement on ne sait pas exactement ce que contient Hassim Saoud. Il y a des puits qui ont été forés, qui sont abandonnés à 1500 puits entre producteurs et injections. Donc on fore et on ne fait pas les bilans, on ne fait pas les analyses. Ce qu'il reste à faire pour Sonatrach, ce n'est pas uniquement de suivre le marché pétrolier, etc. C'est de revoir les gisements, d'essayer de booster la production. Non pas. En tout cas, la Sonatrach a la capacité à la fois financière et managériale pour le faire. Bon, d'abord, on va dire ce qu'on doit faire. On va demander comment. Le problème, il est clair. On ne connaît pas nos gisements. Tous les gisements algériens sont en déplétion. Que ce soit Hassim Saoud, Hassan Mal, Baghel, Zazaitin, tous les gisements sont en déplétion. Et le taux de récupération actuel, il n'est plus de Hassim Saoud, il avait un taux de récupération de 25% à l'initial. Actuellement, il est de 16%, 17, 15. Tous les gisements ont un taux de récupération. Je ne suis pas sûr. Hein, ils sont en train de récupérer à 17-18%. Parce que, effectivement. L'information qu'on m'a donnée, c'est qu'il est entre 25 et 26%. C'était avec le pourtour initial. Non, je parle de Hassim Saoud. Non, Hassim Saoud. Hassim Saoud, gisement de Hassim Saoud au sens strict, pas de périphérie. Hassim Saoud a démarré les années 58-60 avec 25%. Actuellement, il n'est pas à 25%. Donc le problème qui existe maintenant, c'est comment manager Hassim Saoud en priorité et Hassan Mal, les plus grands gisements d'Afrique et d'Algérie. Parce que la preuve que Hassim Saoud, maintenant, il est en déplétion à 17%, il produit beaucoup plus de gaz aujourd'hui que de pétrole. Hassim Saoud est devenu un gisement de gaz. On produit 1 mètre cube d'huile avec 10 000 mètres cubes de gaz. Donc, si vous voulez, si vous produisez 300 000 barils jour, Hassim Saoud, par exemple, si vous produisez 300 000 barils jour, par exemple, aujourd'hui, vous allez produire pendant l'année combien de gaz? 200 milliards de mètres cubes. 2 fois Hassim Mal. Donc, automatiquement, c'est ça les problèmes qui doivent être réglés par Sonatrach. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens humains et matériels? Je pense que les moyens, disons, les ressources humaines, ça existe. Ça existe, les ressources humaines, il y a des gens qui connaissent très bien ce qu'il faut faire. Je pense que c'est une question de vouloir. Si on veut, par exemple, que sauver Hassim Saoud et Hassan Mal. Vous voulez dire une volonté politique? Pardon? Vous voulez dire une volonté politique? Exactement, une volonté politique, parce qu'on ne voit pas, disons, on voit pas comment Hassim Saoud, comment il évolue. On donne des hypothèses. Oui, on est deux ici, lui il dit 25, moi je dis 7. Non, mais pour vous rassurer, c'est un problème qui n'est pas spécifique à la Sonatrach. Je vous donne un exemple au Qatar. Personne ne parle que personne
dans les médias, dans les réseaux sociaux, ne dit que le champ de Northfield au Qatar est malade. Il est malade. Il est très malade et pourtant il gère en disant nous sommes là pour... Alors qu'il y a un et vrai c'est une problème. bonne nouvelle pour les gaziers que nous sommes. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que... Nous, on est en démocratie, à la différence. C'est-à-dire que nous disons des choses qui peut-être peuvent gêner, qui sont donc, disons, vous savez ce qui est le mieux protégé chez les pétroliers, c'est leurs réserves et c'est leur niveau de réserve, parce que ça a un impact direct sur leurs actions. Vous avez vu ce qui s'est passé avec une des grandes entreprises américaines qui a été d'ailleurs pénalisée pour avoir donné de faux chiffres en ce qui concerne ça. Donc ça, c'est vrai, il y a des devoirs de réserve, il y a une stratégie cachée, etc. Mais je veux dire que ce n'est pas spécifique à nous. Donc il n'y a pas de honte à dire que nous avons donc une déplétion. C'est un phénomène global. Le Qatar, qui se présente comme étant l'un des plus grands exportateurs vers l'Europe, l'un de nos concurrents, donc a des vrais problèmes. Et je l'ai appris donc au cours d'un séminaire fait en matière de sécurité énergétique par un think tank américain, sinon on ne l'aurait pas su. Moi, je voulais intervenir sur un autre aspect qu'on oublie, à chaque fois on oublie, bien que par exemple quelqu'un comme Mekidesh maîtrise très bien cet aspect, celui de l'engineering. Borrell a posé le problème des gisements, c'est en fait l'optimisation des gisements. C'est-à-dire, quand on voit son attraque de l'intérieur, on s'aperçoit que c'est une entreprise qui dispose de ressources humaines importantes, cachées. C'est-à-dire que à l'intérieur de son attraque, il est possible de créer plusieurs compagnies pétrolières. Il faut le vouloir, comme on dit, c'est une question de volonté. Il faut le vouloir. Et dernièrement, je ne sais pas sur les hydrocarbures aussi, hein, non, au passage. Non, quand je dis il faut le vouloir, pourquoi? Parce que quand une société a beaucoup est immense, quelquefois on perd, quelquefois ce qu'on appelle les génies sont cachés. On voit pas un peu la capacité de ces cadres-là, de ces ingénieurs. Moi, je sais personnellement que Sonatrach dispose d'une ressource humaine très importante. Et ce qui a toujours fait défaut, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de créer la filière engineering, ça a cassé. Et quand on parle par exemple des gisements, le gisement de Hassim Saoud, bon, tout le monde sait, même si les politiques ont toujours refusé de le reconnaître, tout le monde sait qu'un gisement, c'est quelque chose de vivant. Ça baisse, ça repart, il y a des technologies pour redresser mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'engineering, il faut de l'intelligence. Et ce qui manque surtout pour le secteur du commerce, c'est l'engineering. Dernièrement, je sais pas, vous avez dû suivre à l'occasion de l'inauguration du gisement de Regan, la signature d'un accord qui porte sur Tinhert. Bon, ce projet de Tinhert, moi j'ai lu l'avis d'appel d'offres, c'était un avis d'appel d'offres international. Il y avait 5 compagnies étrangères et il y en a une qui devait le prendre pour 400-500 millions de dollars. Bon, la crise étant, bon, c'est vrai que la conjoncture actuelle avec le nouveau PDG de Sonatrach qui est issu de l'engineering et la crise économique qu'on vit a fait que ce contrat parte aux filiales de Sonatrach. On découvre que ces filiales-là peuvent faire de l'engineering. Et c'est ça le grand drame, que ce soit pour l'optimisation, que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit pour la balance des paiements. Là, on nous dit la balance des paiements, on perd 10 milliards de dollars par an. Eh ben, on fait un calcul. Où vont ces 10 milliards de dollars? Le secteur de l'énergie absorbe beaucoup. Pourquoi ne pas créer des compagnies, des activités d'engineering qui peuvent non seulement développer le secteur des hydrocarbures, être là une locomotive pour d'autres branches d'activité de l'économie, que ce soit la pétrochimie, l'industrie automobile, etc. Et en même temps, faire baisser la facture de l'importation des services. Ilyas Sahar, donc apparemment il ne nous reste pas le temps pour continuer ce débat, avoir beaucoup plus d'éclairage. Merci donc pour toutes ces explications, ces éclairages. Ilyas Sahar, je rappelle, journaliste spécialisé dans les questions énergétiques. Merci à vous également
Docteur Moustapha Mikidesh, je rappelle, vous êtes vice-président du Conseil national économique et social, le CNES, mais également expert des questions énergétiques et économiques. Merci à vous également, docteur Mohamed Saïd Broul, expert et consultant des questions énergétiques. Si. Également, merci à vous aussi, docteur Mohamed Prar, vous êtes expert et consultant et président du cabinet Émergie, donc pour tous ces éclairages. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.